Dans l'introduction de l'enchantement littéraire, écriture et magie de Chateaubriand à Rimbaud, Yves Vadé écrit « En aura-t-on jamais fini avec la magie ? Toute la rationalité moderne tend à expulser cet héritage du passé, à le rejeter dans l'archaïsme, ou à ne l'admettre qu'à titre d'illusion et de survivance. Et dans le même temps, la magie ne cesse d'être reconsidérée, reprise en charge et réactivée par des écrivains qui, non contents d'exploiter dans leurs œuvres les motifs et les thèmes qu'elle fournit à l'imaginaire, n'hésitent pas à se la proposer comme un idéal à atteindre. Le magicien est proclamé le modèle de l'écrivain et parfois son maître. Cette analyse d'Yves Vadé nous renvoie à l'analogie entre l'écrivain et le magicien qui perdure dans la société contemporaine. Un article dans Le Parisien titre « Guillaume Musso, magicien du temps ». Éric Nolot qualifie Patrick Modiano de magicien de la littérature. Dans l'Orient du jour, Marc Lévy est évoqué en ces termes. Je cite « Marc Lévy est un syndrome récurrent dans notre société, et il est temps de l'admettre. Ses livres plaisent à un lectorat très varié parce que c'est un homme qui a du cœur et qui sait s'en servir. C'est un magicien qui s'amuse à faire ressusciter les morts lorsque d'autres s'appliquent à semer leur mal de vivre. » Mais que se passe-t-il quand la littérature elle-même parle des magiciens et quand les magiciens eux-mêmes font de la littérature ? C'est ce que nous verrons dans cette émission spéciale Noël de Encre Halogène. France du futur. Encre halogène. Jacques-Emmanuel Mirliza. Eh bien, beaucoup de monde ce soir, hein, les finances de l'émission sont beau fixe. Nous avons un magnifique dîner de Noël. Je vous propose de manger tout de suite l'entrée. On est à l'entrée en ce moment, on est en train de réveillonner. Tout va bien, on se sert du vin. C'est Noël, Encre Halogène, dans l'émission étant différée, mais on fait croire. C'est la magie des fêtes. Au dehors, c'est triste, mais ici, c'est la joie, c'est la littérature. C'est le montage. C'est le montage, exactement. Alain Dufaret est avec nous ce soir. Alain Dufaret est avec nous ce soir. Oui, je suis avec vous ce soir. Très bien. Alors nous avons le retour de monsieur Gaston Lanvert, le galeriste. Oui, l'exposition Marcel Duchamp à la ville bat son plein. Les moisissures font leur travail, les œuvres se décomposent, tout rouille. Et ce qui est important, c'est que chaque visiteur qui vient, c'est pour lui la sensation que vieillir, c'est de l'art. Voilà, donc c'est une leçon de vie au quotidien. Pour moi, c'est un grand succès. Alors les magiciens, je crois que monsieur Adalgons-Renard les a beaucoup étudiés, les a beaucoup envisagés. Alors oui, parce que tous les philosophes sont des magiciens. Et moi-même, je suis magicien, spécialiste d'études de magie, en quelque sorte. Et vous savez que je suis entré dans la bureaucratie il n'y a pas longtemps, hein, je suis maintenant bureaucrate. Et c'est une forme de magie, je substitue des Faites passer le pain surprise, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Je deviens, j'invente des espèces de lois. Vous savez, je vous ai parlé de mon label il n'y a pas très longtemps. Ah, magnifique. Et ben voilà, c'est de la magie. Ça cartonne ? Très bien. Ça cartonne à fond. Alors, vous labellisez, vous magifiez. C'est ça. Nous avons un nouvel intellectuel, puisque malheureusement, à cause de ce jeune, de cette entreprise radicale qu'il avait exercée, Babidi Parkiglio nous a quittés. Il est mort, on peut le dire comme ça. Hein. Pas encore. C'est Noël, on va dire qu'il nous a quittés, euphémisme. Non. C'est Noël, c'est la magie des fêtes. D'après les dernières nouvelles que j'ai vues, Babidi est dans la Meuse et suit une thérapie au radis noir pour se remettre de ses carences. Après, ça fait quelques jours que je n'ai pas eu de nouvelles, donc peut-être... D'accord, bon. Ouais. En tout cas, nous avons un nouvel intellectuel ce soir, Stéphane Georges. Oui. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors Stéphane, vous pouvez prendre en quelques mots, les auditeurs ne vous connaissent pas. Oui, porte-parole de la 4e internationale, Stéphane Georges, spécialiste de la lutte des classes dans la littérature. D'accord, très bien. Vous avez fait votre thèse sur... La lutte des classes dans la littérature. Vous avez fait votre thèse sur... La lutte des classes dans la littérature. Il a fait sa thèse sur M. Dufaret ?
La lutte des classes dans la littérature. Très bien, vous avez bien entendu. Alors Gilles Viard est parmi nous également. Oui, bonjour. Noël, c'est pour vous. Noël, c'est l'amour. J'aime beaucoup Noël. Et en ce moment, bon, j'écris peu, mais je fais beaucoup de médiation. Parce que j'ai un peu de peine à voir les démêler les conflits que je vois dans le métro. Pas plus tard qu'aujourd'hui, une fille tire les cheveux d'une autre à Châtelet, j'interviens. Pourquoi se tirer les cheveux? C'est pas correct. En tout cas, je m'amuse beaucoup. C'est... Vous montez quel métro? Le métro 4. Monsieur... Non mais si, je vous assure, aux heures de pointe, ligne 4 est encore fonctionnelle. Après, je comprends que vous me mettiez en doute parce que c'est légitime et qu'on vit dans une société où il faut mettre en doute, c'est une bonne chose. Par ailleurs, je vous affirme, et je reviendrai là-dessus s'il le faut, que j'étais bien dans la ligne 4 il y a quelques heures. Non, on Très allait bien. pas dire que c'est la magie qui fait marcher la ligne de... Très bien. Alors, Je voudrais faire une remarque. On est dans un mouvement social historique, donc j'aimerais appeler tout le monde à aller d'abord délicieux manifester foie à la gras. grève. Voilà, tous en grève, tous à la J'adore manifestation le foie pour, gras. Est-ce que je peux avoir pour un peu de lutter champagne contre la contre-réforme du gouvernement. vous pouvez me passer un peu de caviar, s'il vous plaît, monsieur Renard. Alors, madame... Avec quel argent? Pardon Pour financer Ah bah, les c'est- repas On a beaucoup d'argent, la dernière émission sur la brocante a très bien marché. Ouais. Alors, madame Simone Joao est de retour. Oui, bonsoir. Je partage un peu moins l'avis général autour de cette table. Moi, je suis pas vraiment réjouie par la magie de Noël. Je comprends pas très bien pourquoi la magie c'est quelque chose de bon. Je voudrais rappeler Noël à ou nos la magie auditeurs... Non, la magie. Enfin, Noël c'est très bien, c'est catholique, mais la magie, C'est je vois pas capitaliste. trop. Rappelons que les magiciens sont des êtres avant tout manipulateurs, des pervers narcissiques parfois, dont il convient de se méfier. Excommunié. Pourquoi vous dites ça? Vous avez des témoignages? Bah oui, évidemment. Bon, je sais bien que la dernière émission, je parlais de mon frère. Là, je vais aborder... Vous pouvez passer ce toast s'il vous plaît? Oui, je parle de Béatrice. Béatrice, c'est ma cousine qui travaillait pour un magicien. C'est Richard. Ce magicien, donc, non seulement lui demandait de se mettre en sous-vêtements et de parader pour amuser la galerie sur les scènes, et puis en plus, un jour qu'il lui demandait de se mettre dans la boîte afin qu'on lui scie la jambe, il s'est trompé. En plus, il était Vous un avez un mauvais côté magicien. Darmanin quand même, hein. Pardon? Vous avez un côté Darmanin. Darmanin? Qu'est-ce que c'est ça, monsieur? Darmanin, le politique qui parle toujours de sa famille finalement. Pourquoi? Écoutez, on Pour prendre des exemples. C'est vrai, c'est... Non, mais non, ne polémiquons pas. Voilà. Bah, il Continuez, vaut mieux madame. parler de notre propre expérience, je crois. Enfin, c'est avant tout ça la vérité. Donc je disais, on lui a malencontreusement scié la cheville. Depuis, cette pauvre Béatrice se déplace avec une prothèse. Donc la magie. Bah, finalement, une prothèse, c'est un peu magique. Non, ça c'est la science, ça n'a rien à voir. Enfin, les prothésistes, c'est quand même un métier en crise, donc c'est bien qu'il y ait quand même un peu d'emploi dans ce domaine. Après, c'est vrai que c'est malheureux d'autre part pour cette jeune demoiselle. Bien. Voilà. Pensons à Béatrice pendant cette émission, c'est tout Très ce que bien. je veux. Mais des textes, Béat. je pense Mais qu'un pas texte Béat. va... Alors, ce soir, c'est une émission pour les petits au début, moins à la fin. Du coup, si les petits écoutent au début, c'est la magie. Il faut les envoyer au lit. Je vous dirai quand il faut les envoyer au lit. Hein. C'est pour une émission pour petits et pour grands. Hein. On va commencer pour les petits. Bienvenue dans Encre Halogène. Quand on aime, on devient magicien, magicienne. Un célèbre héros pour enfants, Franklin la Tortue, va être au cœur du premier extrait. Puisque Franklin la Tortue, c'est d'abord une série de romans de Sharon Jennings. Je n'ai connu personnellement que l'adaptation Oui, c'est la première fois qu'on va se en plonger. Vous dessin allez voir, animé. Je sais pas vous. c'est mais poignant. Je pense que Perrault est en dessous, clairement. Hein, ça dérite Perrault. Quelqu'un a lu ça, enfant? Jamais. Jamais. Alors, nous allons tout de suite Moi, plonger c'était dans... Bico, mais... On entend un pipeau dehors. Oui, un pipeau. Très bien, Très enfantin. très enfantin. C'est vrai. Plongeons tout de suite dans Franklin Magicien de Sharon Jennings. Franklin s'est compté 2 par 2 et lassé ses chaussures. L'ennui, c'est que Franklin ne sait pas disparaître et il rêve d'être magicien. Un jour, il assista à un spectacle de magie. Le grand Myrifix faisait des tours fabuleux avec des colombes blanches et des chaises volantes. Il disparut même tout entier. Tout, sauf son chapeau. Je serai magicien! Décida Franklin. Sous son bureau, il trouva un chapeau parfait, une cape idéale dans son armoire et une baguette magique derrière son coffre à jouets. Sur l'étagère, il trouva un manuel de tours de magie. Me voici, fin prêt pour mon spectacle, Dit Franklin en admirant son reflet dans le miroir. Il courut au salon voir ses parents. Je suis le grand Franklinus. Hé, tu ressembles à un vrai magicien? Et oui, je sais même disparaître. C'est un tour très difficile pourtant. Remarqua papa. Franklin plissa le bec. Mais Franklinus n'est pas un amateur. Franklin décida de rejoindre ses amis à l'étang.
Quel drôle de déguisement, sourit Martin. Je suis le grand Franklinus. Je donne un spectacle de magie. Un biscuit l'entrée. D'accord, dit Martin. Je viendrai. Dit Lily. Nous aussi! Crièrent les autres. Franklin rentra vite se préparer. Peu après, les spectateurs arrivèrent. Franklin salua le public de sa baguette magique et dit Moi, Franklinus, je vais disparaître dans cette boîte. Vous compterez jusqu'à 10 et ensuite vous ouvrirez. Franklin ferma le couvercle et ses amis comptèrent. 1, 2, 3, Franklin avait décidé de s'échapper par le fond de la boîte. 4, 5, 6, Mais il eut beau pousser et encore pousser, 7, 8, 9. le carton resta coincé. Et dire que ses amis avaient presque fini de compter. 10! S'écrièrent les spectateurs en ouvrant la boîte. Mais, tu n'as pas disparu? Tu es un charlatan! Je rentre à la maison! Moi aussi, et je récupère mon biscuit. Pauvre Franklin, il rentrera le cœur gros. Je n'ai rien d'un grand magicien, maman. J'ai raté mon numéro de disparition. Commence par des tours plus faciles. Conseilla papa. Laisse-moi te montrer. Papa cacha une pièce de monnaie dans sa patte gauche. Puis il ferma la droite et demanda Où est la pièce, Franklin? À gauche, bien sûr, papa. Il ne faut jamais jurer de rien. Dit papa en ouvrant la patte droite. Comment tu fais? Il y a un truc, fiston. Oh! Tu avais une pièce dans chaque patte. Franklin réfléchit fort. Peut-être valait-il mieux faire des tours faciles, mais réussis. Le lendemain, Franklin remit son costume de magicien et alla au parc inviter ses amis. Abracadabra! Je suis le grand Franklinus. Venez à mon nouveau super spectacle et je vous donnerai un biscuit chacun. D'accord, dit Martin. Je viens. Dit Lily. Nous aussi! Les amis de Franklin vinrent, comme promis. Et ce fut un très beau spectacle, plein de tours faciles et réussis. Les seuls à disparaître furent les biscuits. Bon, je reprendrai bien du gâteau d'ailleurs. Bien, je crois que c'est un grand texte. Hein. Ouais, je peux commencer? Oui. Ok, bon, là c'est un texte clairement capitaliste. Je pense qu'on est tous d'accord. Roman d'initiation libérale. C'est-à-dire que déjà on commence à nous parler de vrais magiciens, donc il y a des faux magiciens. Voilà, il y a de la violence symbolique qui commence, qui continue par « Mais Franklinus n'est pas un amateur », comme quoi les amateurs c'est méprisable. Ensuite, un biscuit l'entrée, logique capitaliste, on paye, rien n'est gratuit. Après, capitalisme démasqué, tu es un charlatan, etc. Ce que je vois, c'est que c'est un roman d'initiation, parce que qu'est-ce qu'il apprend le père, figure un peu bourgeoise, vous voyez, d'initiateur. À dupliquer les pièces. Une pièce dans chaque Non, patte. non, oui. pièce dans Mais chaque patte. attendez, arrêtez de me couper. Il dit commence par des tours plus faciles, parce que, en gros, dans la logique capitaliste, l'erreur est vue comme une première étape vers le succès. Voilà, donc l'échec n'est pas un échec, tout ça on connaît, ça va. Il ne faut jamais jurer de rien, la religion qui s'insère là-dedans. Voilà, opium du peuple, moi j'ai fini. Bien. Alors, d'autres avis Maintenant, on peut parler du texte en termes littéraires, messieurs? Oui, alors, Ça monsieur vous branche Dufaré, allez-y. Oui. C'était littéraire. C'était littéral. Alors, monsieur Dufaré. Alors, mais moi j'ai pas dit que j'avais grand chose à dire en revanche, hein, parce que moi je note l'énumération au centre de ce texte. Enfin, déjà, je voulais vous demander si la typographie est Totalement. originale. C'est une typographie originale. Ouais. C'est très intriguant comme typographie. On a vraiment un texte, pour le coup, je vous suis, d'apprentissage, hein, Oui. avec des mots mis en exergue comme réussi ou facile. Mais je pense que c'est un texte justement qui se veut réussi et facile. Parce que c'est un texte facile dans le sens où la boucle du texte, au niveau narratif finalement, on a un texte classique avec l'élément perturbateur, le dénouement et la chute. On a finalement un texte qui est plus ou moins réussi parce que je pense que c'est un texte qui a une visée pour les enfants, clairement, elle n'est pas démasquée, hein, et ça plaira à des enfants. On peut dire. Aussi, également. Mais quelle morale? Bah, la morale, Moi, commençons bas, mettons la barre basse.
C'est vrai. Ouais. Moi, je pense Alors, quand même monsieur Lambert. Pour moi, c'est comme un appel à la corruption. S'il arrive à réussir ces numéros de magicien, c'est parce qu'il donne un biscuit. Quand il réclame un biscuit, il n'y arrive pas. Donc finalement, son public est acheté. Ouais. Il y a un problème éthique, à mon avis, derrière tout Monsieur ça. vient. Oui, si je puis me permettre. Alors, c'est un bon roman d'apprentissage libéral. Je suis d'accord avec vous. On est dans l'ensemble sur la même longueur d'onde. On n'a fait que dire des choses semblables de façon un peu différente. Et j'aimerais simplement insister en supplément sur un élément du texte, c'est cette volonté de disparaître qu'a Franklin. Qui n'a pas eu cette volonté de disparaître un jour, qui n'a pas eu ce moment de... Finalement, c'est une jolie mise en forme de la ronde qu'on a tous senti à un moment donné, d'être un peu en décalage par rapport à ce qui se passait, d'être un peu le dernier, d'être un peu... Donc à ce titre-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau. C'est Franklin qui disparaît, c'est Franklinus qui apparaît. Non, parce que le carton reste coincé. Il reste coincé, Ah le non, couteau, il reste coincé dans le c'est carton. Franklinus qui veut. C'est une bataille d'écho. Oui, enfin, je sais pas, je pense que vous avez raison en fait, dans le fond. Mais... Vous avez tout à fait le droit d'avoir votre... non, mais je En suis tout cas, d'accord avec j'apprécie vous. le fait que ce soit lui-même qui cherche à se faire disparaître, contrairement à la majorité des magiciens qu'on peut connaître qui veulent à tout prix faire disparaître la femme. Lui-même prend ses responsabilités et teste sur lui-même. Alors, une ses chose qu'on n'a expériences. pas Ça, c'est pris en compte, intéressant. C'est une bonne tortue. pour ça qu'il n'arrive pas à sortir de la boîte, c'est Erika qui m'a soufflé dans l'oreillette. Hein. C'est que c'est La une carapace. tortue. C'est une tortue. Oui, oui. Une tortue. C'est une tortue lui-même dans pour, une carapace, dans une boîte en carton. c'est ça. Oui, c'est une mise en intéressant. abîme. C'est une poupée russe. C'est une ouais. tortue. Oui, c'est une tortue, Franklin. Monsieur. Oui, je voudrais faire remarquer que quand on demande où est la pièce Franklin, il dit à gauche bien sûr papa. Donc comme quoi la pièce ça va dans la main gauche, c'est-à-dire qu'on achète les ouvriers avec quoi et les magiciens avec quoi? Avec des pièces. Voilà. Très bien. Très bien. Monsieur Renard, peut-être l'onomastique, Franklinus. Non, moi je Non. pourrais plus synthétiser tous ces. Mais moi, je pense que vous avez quelque chose à dire sur le paysan parvenu, monsieur. Alors moi, Ce texte, c'est finalement... j'allais pas parler. C'est une synthèse du on a- roman on a d'apprentissage, un Jacob, d'aventure. on a un Jacob, un peu Julien du Rouge et le Noir aussi parce qu'il est parfait, intellectuel, complet. Il sait, le texte commence comme ça. Hein. Franklin sait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Donc il y a une on peut rejoindre, on peut parler Ce qui est d'une forme repris dans la d'élitisme série, un petit d'ailleurs, peu hein. parce que voilà, on sait, clairement jingle. on choisit un personnage qui est déjà qui est pas issu d'un, enfin on sait que c'est très favorisé. Ah parce que pour vous savoir lasser ses chaussures c'est pas donné à tout le monde. À mon avis, c'est contre. Moi, je sais pas lasser mes ça, chaussures je moi. pense- Alors non, ben moi je pense que là, c'est un peu l'équivalent du Julien qui connaît sa bite par cœur si vous voulez. Ah non, il moi, sait je lâcher pense- ses chaussures, c'est pas rien. Mon témoignage personnel, c'est que Julien qui moi connaît j'ai sa appris bite par très tardivement à lasser mes souliers parce que j'avais toujours Je parlais quelqu'un du pour rouge les et noir. lasser. Hein, donc je pense qu'au contraire, ça prouve plutôt une origine modeste. Alors là, Ah bon, vous pensez. Moi je pense qu'il y a un truc vraiment très rhétorique Oui, à on va oublier l'ancienne. tout le texte, on va se concentrer sur cette phrase qui a ôté notre enfance. Franklin s'est compté 2 par 2 et lassé ses chaussures. Alors, monsieur, vous n'avez pas fait une remarque sur ses comptés 2 par 2 d'ailleurs Bah ces petits joueurs. en fait pour moi il y a une contradiction par rapport à ma propre analyse. Je vais dans la Parce que couche savoir d'en dessous, compter merci 2 par d'avoir 2 mis déjà le c'est secret du Oh, pain. vous m'écoutez pas en fait. Mm. Savoir compter 2 par 2 c'est déjà nier pour le coup la singularité et donc penser en tant que groupe. Donc c'est pas mal de compter 2 par 2. C'est quasi militaire, moi je trouve, non? Alors, vous n'avez pas beaucoup exprimé, Madame Simone. Non, mais moi ce que j'ai dit vraiment c'était sur la... Ouais laissons parler les femmes. Merci. La responsabilité du magicien que j'apprécie, c'était vraiment ce que je récupère. Après bon, la morale, ça m'ennuie un peu, mais en même temps... Pourquoi c'est- ça vous ennuie Bah, s'il vous plaît Non mais je suis contente qu'il y ait des ouvrages comme ça qui existent à la destination de la jeunesse. Maintenant, on attend un petit peu plus de qualité littéraire à mon avis. Bon. Oh, c'est dans l'encralogène, madame. Quand même. J'aime bien la petite blague à la fin, qui les seuls à disparaître finalement sont les biscuits. Ça prête à sourire. D'ailleurs, moi je peux raconter une anecdote. C'est une anecdote vécue. Hein. Il y a un jour, j'étais dans une soirée cabaret. Et il y a un magicien qui m'a dit je vais te révéler un grand secret, je crois que je peux le transmettre à la chaîne. Parce que Ouais. ça, les biscuits, ça me fait penser à... C'est Ouais. une histoire vraie, hein, c'est pas quelque chose que j'invente. Hein. Il m'a dit tu prends un biscuit dans ta main, tu l'écrases, tu le serres très fort, tu ouvres la main, et paf, disparu. Ah, c'est le Joker ça, hein, dans Batman The Dark Knight. Surtout un escroc, Pourquoi? comme beaucoup de magiciens. Enfin, moi, ce que j'aime bien aussi, dans Exactement. cette histoire, parce que c'est quand même une anecdote qui est intéressante du point de vue de la construction de l'enfant, c'est que Selforda, il est là, il est plus là, il est là, il est plus là. La première Tu me vois compréhension Tu du me monde- vois Tu me vois, tu Alors, me vois plus on- Tu me vois, tu me vois plus Tu me vois, tu On me vois a, on a Tu m'as plu un amateur d'art là, peut-être que c'est référence à Mais là, il y a trop de nourriture, Oui. l'amateur est Oui. pas concentré. l'amateur d'art.
Ça c'est référencé à l'étang, à la magie. Bouf. Vous avez raison. Ah, Bah, excusez-moi, pardon. moi je trouve que, à part le costume, la cape idéale, moi je sais même pas ce que ça veut dire, la cape idéale. Non, moi ça m'évoque rien. Le chapeau parfait, chapeau parfait. À part la baguette, ça j'aime bien la baguette. Hein. Oui, d'ailleurs, Ça- vous avez un peu hésité sur ce mot-là, non? Oui, j'aime bien la Là, baguette. je pense que c'est le nœud du texte qu'on n'a pas évoqué, ça, la Ouais. baguette magique. Bon, Ouais. c'est le père qui transmet la réussite. Bien qui sûr, transmet parce la que baguette. là, quand même, C'est hein. un texte patriarcal. Oui, c'est vrai que la mère est assez absente. Hein. Moi, je trouve qu'il y a quand même une didactique très classique, très rhétorique du 2e siècle. Voilà, je trouve ça très fort. Voilà. Alors, on va passer tout de suite au deuxième texte. Le rythme. Je suis la femme du magicien, la petite brune qui ne sert à rien. Bien. Très bon. Alors, dans ce deuxième texte, nous allons passer à un roman-essai qui s'appelle Les Folies Fermières. PC. Ah, PC? Ah non, un essai qui s'appelle Ah. les Folies Fermières. Alors, à Garrigue, dans le C'est Tarn... l'heure des enfants ou Comment? C'est l'heure des enfants On se dirige lentement vers Vers les adultes, l'adolescence. mais on est encore chez les enfants. Alors je vous lis le résumé, ne regardez pas le texte encore, monsieur. À Garrigue, dans le Tarn, David Comet est le dernier éleveur bovin. Tous les autres ont abandonné, le métier n'était plus rentable. Après avoir été professeur de mécanique dans un lycée agricole, David, fils et petit-fils d'agriculteurs, est revenu vivre dans la ferme familiale avec plein d'idées en tête, et donc il monte un grand cabaret en plein milieu de la campagne. C'est ce qu'il nous raconte dans ses Histoire Folies Fermières. Une histoire vraie, totalement. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cet extrait de Folies Fermières de David Comet. Lors de nos premières soirées, beaucoup d'artistes se manifestent. Je reçois l'un d'eux, un homme ordinaire de Castres. Au téléphone, il a l'air très gentil, se présente comme hypnotiseur et magicien. J'imagine qu'il va me présenter des flyers ou une vidéo sur tablette. Laetitia et moi tâchons de garder notre sérieux tandis qu'il s'installe. Une fois assis, il ouvre un grand livre carré. Voyez, là, c'est en 1978, j'étais magicien pour un mariage. Ça s'est bien passé. Laetitia voit le décor vieillot. Style mariage de guinguette. Elle s'effondre dans un fou rire. De mon côté, je parviens à garder un peu mon sérieux. C'est bien, c'est sympa. Voilà, je vous anime toutes les soirées. J'ai fait la radio, de l'animation. Je prends le micro et je mets le feu à la scène. Il parle, beaucoup du passé. Laetitia, hilar, finit par articuler. Mais depuis combien de temps n'avez-vous pas exercé? Je travaille de temps en temps, un peu à droite. On va être prudent. Je ne peux pas vous mettre sur scène comme ça. Mon fils va fêter ses 5 ans pendant l'été. Je vous fais faire un test avec la famille. Sachez toutefois que chez nous, la magie, l'hypnose, personne n'y croit. Y a pas de problème. Si vous arrivez à endormir des paysans, vous aurez passé un sacré cap, mon petit gars. Pas de problème. Je viens à l'anniversaire de votre fils, j'endors tout le monde. La date arrive. Les préparatifs vont bon train. Les deux familles se réunissent. On est au cœur de la ruralité. Avec une génération Saint-Thomas. Les paysans ne croient que ce qu'ils voient. Bonjour, je m'appelle Diego, je suis hypnotiseur et magicien. Je suis là pour animer l'anniversaire de Giovanni et je vous propose un tour d'hypnose. Qui endort-on? Bah allez, quelqu'un se dévoue. Il est à l'essai, ça peut être très important pour l'activité cabaret. Après quelques hésitations et un refus catégorique de ma belle-mère, Géraldine, marraine de Giovanni, consent à servir de cobaye. Musique de fond, effet de manche. Voilà notre Géraldine allongée par terre. David, tu m'as piqué une fille et tu m'endors l'autre. Va falloir résoudre ce problème. Et des paysans. À part la fourche qui peut la réveiller un peu, je ne vois pas d'alternative. Géraldine, maintenant, imaginez que vous regardez un film comique. Ça vous fait rigoler, vous êtes plié de rire. Et Géraldine commence à sourire, puis éclater de rire. Et là, standing ovation pour l'hypnotiseur. Je ne peux pas reculer, allez, on est parti. À la campagne, la culture se résume à la fête au village, ce n'est pas normal. Des vieux m'ont demandé s'il y aurait des prostituées dans mon établissement. Pour les filles, c'est pas simple, elles jouent le charme, la sensualité. C'est leur métier d'être sexy,
J'ai rencontré les maris des danseuses, je leur ai assuré que chez moi, il n'y aurait pas d'ambiguïté. La limite est tenue car pendant le spectacle, au moment du French Cancan, Amandine descend la scène et va se serrer un peu. Après le show, les danseuses posent après le spectateur pour faire des photos. Certains hommes se sentent autorisés à les toucher. En revanche, le magicien me laisse entendre que les femmes ont les mêmes baladeuses pendant les séances photos. Toi, le magicien, tu prends des mains au cul? Ah, je l'ai vu, incroyable. Et je pensais pas à la gente féminine capable de gestes déplacés. Je me suis bien décidé à mettre bon ordre dans tout ça. J'adore ce texte, moi. J'adore. Je trouve qu'il y a une espèce d'absurde de... On ne sait pas qui parle, on ne sait pas... Je trouve ça une vraie prouesse littéraire. Hein. Franchement, bravo. Quelle belle sélection. Hein. Je comprends pas comment on est passé... L'hésitation à réciter, en fait, je savais pas qui parlait. Ouais, laissez parler les femmes. Merci. Comment on est passé de l'anniversaire du petit de 5 ans à Géraldine, des prostituées qui... J'ai pas compris. Ah non, mais justement, mais je veux dire, c'est une éloge à l'absurde. Un éloge, monsieur. Un éloge. À chaque fois, les auditeurs nous Mais disent... c'est carnavalesque? Oui, peut-être, mais c'est un éloge. Non, mais là... Les auditeurs se plaignent à chaque fois, je vous donne des messages, non, on dit pas un éloge, Non, on dit pas vous un plaignez. espèce... Vous, nous. Voilà, je vais faire une analyse brillante dans quelques instants, donc je vais laisser monsieur parler, s'il vous plaît. Qui? Je sais pas ce que je vais dire encore. Allez-y, monsieur. Non, mais vous alliez parler, monsieur. Mais il a dit ce Ouais, qu'il avait à dire. moi j'ai des trucs à dire. Oui, allez-y. Ok. Pour moi, c'est un peu un texte sur la désertification des campagnes, la diagonale du vide. On le voit notamment à la ligne où il parle. On n'a ni docteur ni infirmier. Voilà, donc numerus clausus, tous les problèmes qui font qu'aujourd'hui, c'est très dur dans les campagnes de trouver à soigner. À la campagne, la culture se résume à la fête au village. Espèce de vision métropolitaine de ce qu'est la culture rurale, avec les bals, notamment, que vous connaissez bien. Très très bon, merci. Et globalement, on sent le mépris bourgeois chez cette Laetitia qui n'arrête pas de rire du sort des paysans et des ploucs. Voilà. Très bien. Alors, monsieur Dufaré, une petite analyse... Ah, monsieur vient. Mais il y a une souffrance à la campagne. C'est vrai, enfin il y a quelque chose qui... On peut parler du texte, là, s'il vous Oui, plaît? non, mais je... Très bien. Alors ce qui n'arrête pas de parler du texte. Il y a eu une erreur qui a été faite par Dalgons Renard qui s'est révélée constructive. Parce que souvent les erreurs finalement ont un potentiel révélateur. C'est très capitaliste ça. Je n'ai pas parlé. Si, au début, un homme originaire. Un homme originaire de Castres, un homme d'ordinaire de Castres. Ah. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était simplement ce que je voulais dire. Alors moi je voudrais dire qu'on a vraiment le dépassement du mépris. C'est-à-dire que tout le texte se construit sur du mépris. Le couple a du mal à garder son sérieux quand le couple reçoit le magicien. Exactement. Et finalement le magicien se présente et très très bon et fait le job puisqu'il endort cette Géraldine, c'est ça ? Ensuite, on pense que les paysans, on les méprise, on pense qu'ils sont que dans la réalité, ils ne croient que ce qu'ils voient, et en fin de compte, ils sont tous à applaudir, standing ovation, nous dit-on. Donc en fait, on plaque des notions qui font consensus, et finalement on les dépasse. J'aime bien. Moi j'aime beaucoup cette idée du dépassement, parce que vous avez remarqué que le texte fonctionne sur un réseau d'opposition, de polarisation. Au départ, eh bien nous sommes dans le sérieux, puis nous passons au rire. D'accord ? Je vais pas finir. Au départ, nous sommes sur les écrans, sur la tablette, et puis nous finissons par la chair, par les mains baladeuses. C'est le French Cancan sur le ballot de paille, c'est très beau. Et voilà, le French Cancan, c'est ce que ne remplacera jamais les tablettes, je pense. Il y a une rencontre de représentation qui est tout à fait fascinante. Effectivement, vous avez bien mis le doigt dessus. On a le French Cancan à la fin, on a ce Diagore qui rappelle un peu le Igor de Frankenstein. Enfin, on est dans quelque chose qui construit et déconstruit tous les codes de la révélation. C'est très beau, c'est très très beau. Alors, au risque de paraître un petit peu cliché, il n'y a pas une ribambelle d'intertexte biblique là-dedans? Si, mais c'est le grand livre carré, c'est la très réunion des deux pastoral. familles. C'est pourquoi je parle de C'est très pastoral. Il y a des occurrences familiales partout. Bon, il y a un côté nouveau. Il y a le mariage, un mariage, le rappel du mariage là. Et ce Style magicien, mariage de guinguette. Ce magicien, ce serait. Non, parlons pas. C'est trop évident. Bon. Moi je suis d'accord. Avec la famille, mon fils, Est-ce que vous pensez votre qu'il fils, tient bien le l'anniversaire, les deux familles, Saint Thomas, refus catégorique de ma belle-mère, Géraldine, marraine de Giovanni. On est vraiment sur un texte qui met en avant la généalogie, les liens c'est le monde rural. familiaux, quoi. Et ça, c'est très pastoral. On est en au plus. cœur de la ruralité. On est au cœur de la ruralité. C'est écrit dans le texte.
de l'humanité, le sel de la terre. Eh oui. Alors, est-ce que vous avez été choqué, notamment Simone, par à part la fourche qui peut la réveiller un peu, alors ça, cette phrase, je ne vois pas d'alternative. Cette cruauté légèrement sexiste, comment vous l'analysez? En même temps, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Là, on est un monde de paysans. Oui, la fourche est le premier outil. Si vous voulez dire. Je veux dire que comment fait-on pour réveiller une femme qui C'est dort une belle qui a été- métaphore, là, si je peux me permettre. La fourche est leur premier outil. Mais vous parlez de viol et de non-consentement. Je trouve à ce ça un moment-là peu. Ah bah, le consentement, Écoutez, moi j'avais pas vu ça pas comme une biblique, scène de viol. Je dis, qu'est-ce que t'as, Fredo? Qu'est-ce que t'as? Bah, j'ai la fourche dans la grange, allons la chercher. Enfin, Donc voilà. vous pensez que les paysans ne réveillent les femmes qu'avec des fourches? D'ailleurs, si je peux me permettre, il me semble que vous qui êtes spécialiste de l'histoire de l'art, il y a un tour de magie d'un hypnotiseur qui fait léviter une femme sur une fourche. Oui. Oui. Ça vient d'Inde, ça, non? Oui, tout à fait. C'est un Tout très à fait, tout à fait. C'est un très beau pays, un très beau continent, l'Inde. Oui. Comment? Vous voyez pas cette femme Non, pas du tout. allongée sur une fourche? Je vais chercher, continuez à vous exprimer, monsieur Lanvert, sur les références artistiques de Oui, ce c'est un texte. manteau, apportez-nous le tableau, s'il vous plaît. En termes d'intertexte, Vous l'aviez acheté aussi, ça, une enchère. Oui, bien sûr, je suis en train de le chercher, oui. pour les interprétations bibliques, on va faire remarquer que saint Thomas d'Aquin, notamment, est le père des pauvres et de la pauvreté, et qu'on est face à une personne en grande précarité, puisqu'il dit notamment à un moment, voilà, c'est ça, je travaille de temps en temps, un peu à droite, à gauche, par-ci, par-là, ce qui montre bien la destruction du tissu Enfin, ils ont social. un iPad, ils font des photos, il a le French Cancan. Oui, mais bon, il n'a pas une situation sociale. Non, c'est pas un intermittent, c'est Jésus, c'est son ubiquité. Attendez, c'est un Bah, Jésus intermittent, était il pauvre. prend ce qu'il peut. Eh ben, on n'a pas dit qu'il était riche, cet homme. Messieurs, on est encore dans le survol, on n'arrive plus à rentrer dans le texte. Oui, justement, Alors pardon, venez-y, la dernière bien. référence en date de ce tour, c'est Dany Larry qui l'a repris avec une épée. C'est une femme qui s'empale sur Ah, une ça épée. c'est sûr, mais c'est Voilà, vous l'avez vu ça, au bien Casino de sûr. Paris. Ben oui, mais elle s'empale vraiment à la fin. Ils ont changé tous les jours. Non, C'est Frida Kahlo, c'est comme là, on sent bien, là, c'est pareil. Pardon, monsieur Galanvert, s'il vous plaît, oui. Oui, c'est juste pour prolonger cette interprétation biblique, il y a juste une phrase qui me dérange. Les mains au cul, c'est peut-être? si vous arrivez à endormir des paysans, vous aurez passé un sacré cap. Ouais. C'est comme si, est-ce que l'auteur veut pas dire si vous arrivez à enfumer Non, mais là, ce qui est beau, c'est l'inversion totale des classes. Non, c'est l'inversion totale des classes. Le paysan, on ne peut pas l'endormir. Parce que c'est lui qui est proche de l'expérience. Parce qu'il a un C'est lui qui est proche de la terre. Mais justement, c'est lui vous qui avez est proche raison. du concret. C'est lui qui Vous ne avez croit raison. pas. Voilà. Mais C'est pourtant, le côté Georges Sand. C'est le côté éloge de la ruralité, finalement. Frédéric Mistral. Mais les deux interprétations Ah, j'ai cohabitent. trouvé. Attendez, continuez. Les deux interprétations cohabitent. D'un côté, oui, nous avons quand même une vision du paysan qui est un peu dégradante. De l'autre, nous avons un paysan qui ne croit que ce qu'il voit. C'est un discours pur de travailleur indépendant. D'ailleurs, c'est un texte de travailleur indépendant. On voit que c'est quelqu'un qui a monté son affaire. Je m'étonne que vous n'ayez... Ça n'existe pas les travailleurs indépendants, monsieur. Il y a des oppresseurs et des opprimés. David Comet est-il un paysan lui-même d'origine modeste ou Vous avez raison, mais quand même... s'agit-il là d'un texte autobiographique? Il me semble que c'est quelqu'un qui explique comment est-ce qu'il a monté son affaire. Enfin, on est devant typiquement une success story de petit entrepreneur. Enfin, Mais c'est aussi un peu un interrogatoire finalement ce texte. Un interrogatoire. On oublie l'aspect interrogatoire. Un entretien d'embauche. Oui, c'est un entretien d'embauche. En même temps, c'est quand même. Finalement, c'est ça la force de ce texte. C'est une inversion totale dans tous les rôles. Oui. C'est-à-dire que le paysan qui d'habitude est la classe qui va se trouver plutôt en bas de l'échiquier, en tout cas dans les représentations générales de la Regardez, je société. vous interromps. Robert Houdin, la lévitation sur fourche. Oui, voilà. Houdin, le plus grand des magiciens. Mais Robert Houdin, c'est pas une représentation. Mais Oui. Allez-y. Monsieur, La lévitation sur fourche, mais allez-y. Je suis dedans là, je pense à la lévitation sur fourche. Allez-y, continuez. restez. Oui, c'est ça. Vous vouliez changer tous les deux? Non, moi je voulais simplement dire que je suis très surpris qu'on ne soit pas choqué de la misogynie Mais vous des êtes choqués, vous ou protagonistes. pas? Non, bah alors. Oui. Moi, je pense qu'il y a des raisons d'être choqué, mais personnellement, je ne le suis pas. Après, c'est peut-être l'hypnose. Faudrait pas Pour les mélanger. filles, ce n'est pas simple, elles jouent le charme, la sensualité, c'est leur métier d'être sexy. Mais c'est un texte sur la beauté des femmes. Oui, mais en même temps, le hommage. père fait Non mais c'est attention. un endroit de cancan aussi. C'est un spectacle de cancan. Dans un spectacle de cancan, votre but c'est pas d'être dégoûtant. C'est un mélange ambigu quand même de la femme. Faudrait pas mélanger la culture rurale, qui certes peut avoir des accents virilistes,
avec une société réellement machiste qui s'assume comme telle. Je sais pas si vous êtes déjà allé en campagne, ils se posent pas ces questions, ces gens-là. Justement. Ils sont dans la réalité des fêtes, que manger, comment terminer le mois. Donc vous êtes en train de dire que les paysans, C'est Noël, monsieur, c'est les Noël. paysans, ils pensent à baiser, à bouffer et à dormir, c'est ça que vous dites en fait. Pas du tout, c'est une question de culture. Je dis, c'est pas le moment de se préoccuper de féminisme dans ces campagnes-là, hein, voilà. C'est corporatiste comme Parce que c'est corporatiste. Sont incapables de. Non, écoutez, là on n'a plus. On parle plus du texte. Oui. Replongez avec nous dans le Très bien, je vais replonger. David, tu m'as piqué une fille, tu m'endors l'autre, il va falloir résoudre ce problème. Excusez-moi, on fait attention aux femmes dans ce texte. Bien. Mais t'es nu, Alors, petite transition, on va passer au plat de résistance, on va faire une petite pause. J'espère que tout le monde se souvient du grand magicien Sylvain Mirouf, qui présentait Millionnaire. Un compositeur lui a rendu hommage. Mirouf, à ce célèbre magicien Sylvain Mirouf. Nous allons écouter cette chanson qui s'appelle Sylvain Mirouf. Sylvain Mirouf, maître de magie. 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 Regardez bien. Une boîte de conserve. Regardez bien. Une boîte de conserve. Sylvain Mirouf, maître de magie. 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 L'illusion de notre enfance, les disparitions. Un as de pique dans le mouchoir, prestation de magie. L'illusion de notre enfance, les disparitions. Un billet dans la capsule, la magie qui recommence. Voilà le jeu que je vais vous Alors, nous sommes au plat de résistance, un tartare de saumon modeste, assez modeste, hein, parce que nous pensons. Voilà, nous pensons aux autres. À la grève, délicieux. Excellent. Délicieux. Le petit lit de riz. Bien. Alors, un riz qui a été légèrement vinaigré et sucré. Vous je l'avez l'avais remarqué. senti, je l'avais senti. Vous l'avez Ah remarqué. oui. Par Tentez, Samantha, toujours. Alors, dans quelques instants, on reste. Sinos va arriver parce qu'il nous va faire un tour de magie tout à l'heure. Mais il sera là tout à l'heure. Nous allons passer au troisième texte. Alors, le troisième texte, ce sont les mémoires d'un magicien qui s'appelle Pierre Brama. La Malle des Indes, les Nuits d'un magicien. C'est un magnifique ouvrage qui est paru en 1998 déjà. Pierre Brama est magicien de profession. Je le tiens pour le vrai prince des illusionnistes, écrit-il. Il a d'ailleurs vécu à Vienne en 1976, le titre de champion du monde de l'illusion. Et alors il nous raconte dans La Malle des Indes ses pérégrinations parisiennes, sa rencontre avec la nuit de Paris, et dans ce texte en particulier, une figure, celle de Scara, fakir. Très bien. Alors passons tout de suite à La Malle des Indes, les Nuits d'un magicien de Pierre Brama. Scara, comme nous l'appelions familièrement, était à la ville un vieux monsieur à manière de grand-père. Malgré son grand âge, il persistait à se présenter vêtu en tout et pour tout d'un slip en peau de léopard.
Au début de son numéro, le rideau se levait sur une toile de fond pompeuse où un sphinx immense figurait au milieu des dunes et des palmiers. Entre deux torchères qui brûlaient la grande flamme, Skara se tenait debout sur un pied, les bras croisés, quasi nu, l'œil perdu dans le vide. Nous, les artistes, nous pressions derrière les portants, jamais lassés par la bouffonnerie de la scène, guettant le jour où ce vieux héron aux chairs coulantes perdrait son équilibre et s'étalerait tout de son long au pied du sphinx muet. Le numéro de Skara était un classique du genre. Avec de longues aiguilles, il transperçait ses pectoraux flasques, ses joues, les maigres fanons de son cou. Un spectateur monté sur scène lui tirait à la carabine des petites fléchettes qui se fichaient dans son vieux cuir. Quand, par extraordinaire, la salle était fournie, le courageux vieillard se faisait crucifier. Certes, les clous ne trouaient pas l'ossature des mains et des pieds, mais ils s'enfonçaient tout de même profondément dans les chairs. Au cours d'une deuxième partie avaient lieu les diverses expériences d'hypnotisme truqué. Skara atteignait le summum du grotesque lorsque, après avoir endormi une poule, il prétendait la faire pondre sur commande. Ce volatile hors d'âge n'avait sûrement plus pondu d'œufs depuis des années. Avant l'entrée en scène du fakir, nous assistions chaque soir au même intermède. Skara oignait de vaseline le derrière de la pauvre bête, puis de force y faisait entrer un œuf. L'opération ne se passait pas sans les véhémentes protestations du gallinacé que Skara encourageait de la voix. Là, ça va passer. Claudia, la trop tendre, protestait que c'était une honte de torturer ainsi cet innocent animal. Skara, l'œil allumé de sous-entendu, lui expliquait. Avec la vaseline, ça fait pas mal, ça rentre tout seul. Pas vrai, mademoiselle Poule? Vous êtes un vieux cochon. Malheureusement, il arrivait souvent que sous l'effet de la vaseline, la poule pondit prématurément. Nous avions suggéré au malheureux fakir l'utilisation d'un truc d'illusionniste. Il n'avait qu'à cacher l'œuf sous le tabouret où se trouvait la volaille. Mais rien à faire. Non, ça ne fera pas le même effet. Vous comprenez? C'est sensationnel pour le public de voir vraiment l'œuf qui sort là, comme ça. Et la bouche baveuse du vieux pitre mimait l'opération. Ce qui était également sensationnel, c'était d'admirer le pauvre fakir au cours de sa représentation, exhortant vainement sa partenaire à deux pattes. Voyons, mademoiselle Poule, un petit effort, ça va sortir. Mais cela ne risquait pas de sortir. Il y avait déjà un quart d'heure que la poule s'était débarrassée de son encombrant accessoire. Toute la salle l'avait vu. L'œuf écrabouillé s'étalait au milieu de la scène. Skara était le seul à ne pas l'apercevoir. Saloperie de poule, tu te décides, oui ou non? Les soirs où la poule avait pu se retenir, Skara exhibait l'œuf, le cassait dans un verre et d'un coup l'avalait. À votre santé, messieurs, dames. Ouais. Bon. Classique logique exploitatrice. C'est-à-dire qu'on a une espèce de figure tutélaire qui va essayer d'exploiter jusqu'au dernier souffle une espèce vivante en lui faisant ingérer des choses et les recracher comme dans un processus de production classique. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une poule. Donc on peut penser à l'exploitation du vivant, L214, tout ça, je vous fais pas de dessin. Sauf que là, en l'occurrence, la poule retourne le process en rappelant sa considération animale à l'exploiteur, en l'appelant « vous êtes un vieux cochon ». Et pour moi, c'est intéressant ici, justement, l'animalité comme statut social de l'exploiteur. C'est un texte symboliste. Oui, de A à Z. Ah oui. Et la crucifixion. Alors, monsieur Dufaret, s'il vous plaît. L'homme ici, finalement, dès le début du texte, est détruit. C'est-à-dire qu'on a un grand-père de grand âge. Déjà, il est habillé d'un slip en peau de léopard, c'est-à-dire qu'il commence à s'animaliser dès le début du texte. Non, mais il y a des animaux tout le long. Lui, il y a le sphinx, ça c'est son mystère, forcément. Et là, on décrit l'homme à nouveau, un pied, les bras croisés, quasi nu, l'œil perdu dans le vide. Donc là, on met de nouveau l'emphase sur l'homme,
puis après il est transpercé, et là c'est la mort symbolique finalement de cet homme qui après devient un sombre cochon. C'était un héron avant. C'est aussi également, c'est vrai, le héron, la figure du héron. Ce vieux héron aux chairs coulantes. Oui, mais c'est ça, il se décompose en fait, il se décompose devant le spectateur, devient animal. Ça vous fait pas penser, monsieur, à la performance de Romeo Castellucci dans l'église des Célestins? Oui, avec le corps qui se décomposait. Oui. Oui, bien sûr. Ou Shining. Non, mais Shining dans la salle de bain. Alors, monsieur L'Envers, analyse artistique. D'abord. Analyse d'art, galerie d'art. Shining, c'est pas de l'art. Non, galerie d'art, là. Non, c'est le théâtre, pas le cinéma. Ça, c'est une pensée bourgeoise. Oui, c'est hollywoodien. Alors, monsieur... Oui, alors, c'est sûr que... Monsieur Hart. Il y a plusieurs aspects. D'art. D'abord, Gaston le vieil homme crucifié quasi nu, ça nous renvoie aussi à Caravage et à la crucifixion de Saint-Pierre, absolument magnifique, avec ses membres de vieil homme pas sans recherche d'esthétisme dans la réalité Là, il de y a sa une recherche vieillesse. d'esthétisme, monsieur. Il y a des plans, il y a une toile de fond, il y a un sphinx. Comme le Zifari, il y a une esthétique symboliste un peu décadente ici. En fait. Vous avez une galerie sur la joue. Merci. Moi, je trouve. Oui. Monsieur, continuez, monsieur L'Envers. Je ne voulais pas vous interrompre. Sur le front, c'est du votre caviar. ekphrasis. Allez-y, monsieur L'Envers. Oui, donc il y a l'aspect caravagesque, il y a l'aspect... Moi, ça me renvoie beaucoup aussi il y a 2 ans à la Biennale de Venise, donc les crucifixes qui se décomposaient, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cette accélération de la décomposition des corps, avec à la fin de la salle les crucifix en fin de décomposition, donc ça nous renvoie à ça aussi. Donc Et l'œuf écrabouillé, ça vous renvoie à quoi? L'œuf écrabouillé, moi ça me renvoie bien sûr à la Madone con l'uovo de Piero da Francesca, mais évidemment amené à son paroxysme et après la chute de l'œuf. Il me pas d'accord, monsieur Georges. Non, mais pas du tout. Moi, je trouve que là, c'est une interprétation bourgeoise, tout simplement parce que lorsqu'il dit Scara exhibait l'œuf, le cassait dans un verre et d'un coup l'avalait, on voit que c'est la captation de la valeur ajoutée, tout simplement. Non, là, pour moi, c'est l'œuf de Dali qui est présent ici. Ah, allez-y, monsieur. Pas faux. Ouais. Parce que Dali a fait plusieurs fixettes sur les œufs au plat, les œufs au plafond, enfin, il y a plat, plafond, mais oui, il y a eu vraiment beaucoup finalement, si vous lisez son journal, il est obsédé par les œufs et par la mollesse. Et ici, on a à la fois le corps mou du fakir, alors qu'il est censé être dur, parce qu'il est transpercé, il est face à de l'adversité sévère, et la poule qui est dilatée, donc aussi dans cette mollesse, et l'œuf qui explose et qui est au plat. Et là, on est vraiment dans un texte, pour moi, qui est un hommage à Dali et à la figure du Christ inversé, qui est le fakir. Totalement, et ce qui est magnifique dans ce fakir, c'est cette volonté de rester en vie, cette volonté de renverser la matière telle qu'elle est, qui me paraît très intéressant dans le fait de continuer le même numéro et d'inverser le cycle de la vie, de remettre l'œuf à l'intérieur du corps. C'est ça qui est magnifique. Mais c'est une mort finalement, un œuf qui éclate. Oui, mais c'est remettre l'œuf dans le corps. Si vous me permettez, vous avez traité admirablement la question de la matière. Oui. Mais sur le plan de ce qui se dégage, on va dire, du corps habité, il y a quand même quelque chose qui me semble évident à formuler sur le plan étymologique, le lien entre lubricité et lubrifiant, qui viennent de la même étymologie. On a un individu, l'œil allumé de sous-entendu, un vieux cochon, la bouche baveuse, qui est en train tout simplement de violer un orifice, quel qu'il soit, à l'aide de lubrifiant. On est dans une définition pure et simple de l'acte de lubrifier, donc avec tout ce que ça ramène au niveau de la métaphore ouvrière, puisque le lubrifiant c'est ce qui fait marcher aussi la machine, mais laissons ça de côté, c'était simplement pour dresser un pont vers quelque chose qui me plaisait beaucoup dans l'expression, mais pour en revenir à l'endroit où je voulais arriver... Il souffre d'une certaine hubris d'ailleurs. C'est de la lubricité. Ce texte, c'est une pure expression de la lubricité, une des plus belles de ce jour que j'ai vu. Enfin, ce vieillard, c'est l'expression même du vieillard lubrique. Ça me fait penser au Dekemwir lubrique d'ailleurs. Alors monsieur Renard, vous s'exprimez depuis tout à l'heure, j'aimerais lui donner la parole. Le Dekemwir lubrique. Ah non, moi j'avais... On va pardonner le classicisme de mes réponses, mais j'avais vraiment... Très classique. Hein. Vous êtes un Sorbonnard. Vous êtes quelqu'un qui... La littérature, c'est
Oh là là, Beckett, ouh là là. Attention, Monsieur, Beckett. je viens de Attention, rappeler- Beckett sulfureux. Oh là là. Je prends un. Plus de poésie après le 19e siècle. Plus de prends- poésie. Je prends un tournant. Plus de romans après le 18e. Écoute, ça fait longtemps que j'ai laissé ces controverses derrière Plus de moi. sentiments Je me après. suis- Plus de sentiments après Descartes. Je Après. Je suis- Après. Rousseau. Après Pétrarque. Je suis un philosophe professionnel. Plus de galanterie après le Moyen-Âge. Je suis un philosophe professionnel. Un philosophe professionnalisant. Plus, C'est-à-dire que. plus d'épopée après Homère. Laissez-le parler, mon Franchement, Dieu. vous me Vous avez faites raison, et puis laissez-le parler aussi. vous m'assommez de procès d'intention alors que je ne cesse de quitter ma. Plus de peinture après Lascaux. La curiosité a des définitions, ma foi, extrêmement peu valorisantes, mais je suis curieux. Et je suis curieux, mais je suis aussi de nature assez simple. Et c'est pour ça que je vous expliquais que dans la continuité de notre corpus, je repère encore un texte bourré d'intertextes bibliques, avec un christianisme évident qui en plus s'augmente, un christianisme qui augmenté. Bourré au sens fort du Christianisme terme. Oui. augmenté, Parce qu'on va bourrer avec la poule. un dialogue interespèce, donc un christianisme spéciste qui laisse dialoguer Jésus avec la poule. Et je trouve ça... Alors, monsieur fascinant. Lacouille- Regardez, saloperie de poule. Bon, tu décides ou non, c'est-à-dire qu'il donne quand même, il donne le sens. Tu décides. C'est quand même pas un verbe qui est choisi au hasard. Est-ce que cette poule peut décider ou non de se faire rentrer ce truc dans le... Écoutez, Non, écoutez, justement là, c'est c'est de de lâcher. sortir. Allez, si je peux me permettre, enfin, Bref. Dalgons Renard vient d'allumer dans mon esprit en voyant. Moi C'est- j'aime beaucoup le c'est- Mademoiselle Poule d'ailleurs. quand Monsieur, Bah oui. monsieur, c'est l'Immaculée Bah oui. Conception dont il est question. L'Immaculée Conception Voilà. rejouée chez les Gallinacés. Mais tout à fait. Mais vous avez complètement raison. D'autant plus raison qu'en fait, il y a une vraie référence à La Fontaine là-dedans. Vous connaissez peut-être Les Femmes et le Secret. Oh, vous nous la sortez, enfin, Monsieur Parquet-Gueux l'a sorti à chaque fois. Ouais, bah, Monsieur Parquet-Gueux, je le connais pas. Mais Il est ce dans que la je peux masse. dire, c'est que dans Les Femmes et le Secret, il y a exactement cette tirade qui est pour moi très éclairante ici. Oh Dieu, qu'est-ce cela? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi? J'accouche d'un œuf. Hey. D'un œuf, oui, le voilà, fraise et nouveau pondu. Hey. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Vous avez regardé Donc- votre portable. Donc il y a quelque chose quand même là de l'Immaculée Conception, puisque mine de rien, si on fait référence à La Fontaine, Monsieur, il y excusez-moi. a l'aspect Monsieur, quand monsieur, même. vous avez beau être lutteur. Là, vous faites des références de secondaire. Niveau Non, mais secondaire. il faudrait poser une question Ouais, quand Encore au même. lycée. Niveau Sorbonnard. Arrêtez votre violence. En ça fait, va, c'est oui. procès d'intention. Faudrait quand même poser une question. Est-ce que l'œuf, avant son éclosion, ça Mais va de attendez, mais vie c'est là, c'est la poule et l'œuf qui est remis en question. Est-ce L'œuf est que- venu avant, ah il est venu non. après. Est-ce que l'œuf Et ça, c'est avant pas les- secondaire, ça. Ce qui est Est-ce que vivant, l'œuf c'est avant l'envers. La question, Est-ce la que question, l'œuf c'est l'envers. Monsieur avant l'envers, vous les- êtes à l'endroit ou à l'envers? Est-ce que Allez-y. Est-ce que l'œuf avant l'éclosion est symbole de vie? Je ne crois pas. Moi, je pense que l'œuf, tant qu'il n'est pas couvé, tant qu'il n'est pas sorti, c'est pas la vie. Non, Ah, c'est surtout l'œuf, que quand on le rentre, il crève. Ah, alors l'œuf Non, que mais vous attendez, mangez à un au moment petit déjeuner, c'est pas la vie. Mais bien sûr que Mais non. bien sûr que non, c'est pas la vie. Et l'avortement, le Donc placenta, vous c'est la mangez vie. la monsieur. meuf, vous mangez un œuf qui n'a pas été. Moi je comprends pas comment dans tout ce texte vous pouvez vous mettre du côté de l'œuf tandis qu'on parle de la souffrance de la poule Exactement. en premier lieu. Vous savez qu'il est très facile d'endormir une poule par ailleurs. Oui, d'ailleurs on voit souvent une Est-ce que poule vous savez qu'il perchée est sur sa impossible de patte. casser Mais- un œuf en le tout comme serrant le dans une héron. main? Mais quand elle dit vous êtes un vieux cochon, est-ce que c'est pas avec un Est-ce que vous savez rire que quand il est dur, il ne tourne très bien, tandis complaisant. que quand il ne l'est pas, il ne tourne pas. Ça peut être ça. Oh, vous êtes un vieux cochon. Vieux cochon, ça fait- Oh oui, oh oui, oh oui, que cet œuf me pénètre. C'est Ça très- pourrait dire ça. Oh là Bon, allez, on là. s'égare là, Quelle monsieur. vision machiste. c'est très affectueux. Bah, c'est un œuf de Fabergé. faut l'oublier. C'est pas tout à fait dévoyé l'érotisme du On va texte. passer. Allez, Une allez. référence Non, à mais Peaky c'est Blinders. facile. Oui, on pourrait parler encore 5 minutes. Arrêtez un peu. Vous plaignez, maintenant vous plaignez, voilà, c'est bon. Tout ce qui est en train d'être dit peut est travailler. intéressant. En même temps, il faudrait bien continuer l'émission. Alors, qui veut s'exprimer? Bon. Voilà. Alors. Sa partenaire à deux pattes. Non, mais c'est. quand même. Non, Non, mais et je monsieur, veux pas le m'imposer nom- auprès des le nom camarades de Scarra, la table. Scarra. Pourquoi Scarra Ah. Quelqu'un connaît-il l'origine de ce nom C'est dans le Roi Lion, il me semble. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec Scarron? Pardon. Bon, moi. Scar. Non, mais attendez. Et Moi, Scar. je trouve quand même. Non mais Scarra, c'est peut-être il y a peut-être la cicatrice là-dedans. voyez. Ouais, alors. Symboliquement. Scare, il y a du scare. Ouais, pas d'anglicisme. Pas d'anglicisme. C'est clair. Non mais attendez, non mais j'ai une interprétation vraiment littéraire. Je voudrais vous faire remarquer que le premier paragraphe du texte renvoie à la mythologie égyptienne. Il me semble que dans la mythologie égyptienne, à ma connaissance, il n'y a pas de divinité poule. Sauf que justement,
au fur et à mesure, les divinités qui sont représentées au début, c'est-à-dire le chat, le sphinx, etc., Et le héron. laissent place à la poule. Est-ce qu'on passe pas du polythéisme à une forme de monothéisme chrétien dans ce texte? Et du poule à le. Voilà. L'Immaculée Conception, monsieur. Exactement. Pour moi, c'est un texte sur justement une espèce de cléricalité la Vierge du galopante au sein de. Non, mais figurez-vous que la Dans grosse. ces cas-là, Dans la mythologie égyptienne, apparemment, il y a quand même des histoires d'œufs cosmiques. Hein. Je tiens à le dire. Est-ce que c'est un texte de mystère? C'est ça que vous voulez dire? Est-ce que c'est un Bien, mystère? Le sphinx est là pour nous le dire. Hein, Le figurez-vous. mystère, c'est Le médiéval. sphinx est là. On va continuer dans le Pas mystère. nécessairement. Avec un petit Le intermède mystère récréatif. pythagoricien. Un petit intermède de cabaret. Car magicienne abracadabra, magicienne sous les draps, tu as toutes les formules, ton corps me véhicule, direction le nirvana, et j'explose de toi, assis couché debout, fais de moi ton joujou, je fonds comme du chocolat. Nous sommes dans la suite d'Ancralogène, et c'est un grand magicien qui va nous donner son texte, Dany Larry, extrait de l'autobiographie d'un magicien de Dany Larry. Je vois que M. Dufaré est ravi. Bien, alors plongeons dans l'autobiographie d'un magicien de Dany Larry. Partners. Il m'avait fallu quelqu'un pour expérimenter puis rôder ma main des Indes. D'abord dans l'arrière-boutique de l'atelier de papa, puis du côté des boîtes de nuit d'Hospitalet. Je n'étais pas allé chercher très loin. Ma petite sœur Annie représentait la victime idéale. Depuis un moment déjà, j'en avais fait le souffre-douleur et ma partenaire. La première d'une longue série. Se retrouver à mes côtés pour passer les accessoires ou pousser la chansonnette lorsque j'avais besoin de temps en temps entre deux tours, enchanté Annie. Elle adorait interpréter et massacrer les tubes de Chantal Goya. Je ne sais pas pourquoi la comptine de l'ex-idole des petits la mettait en joie. Annie se plia au propre, comme au figuré, avec bonne humeur à l'exercice de la malle et des arts. Je l'ai fait souffrir, croyez-moi, car elle devait y entrer dans cette boîte. Le premier modèle n'était pas forcément au point, malgré le bel ouvrage de mon père. Annie eut des courbatures et des bleus partout. Elle ne m'en a pas tenu rigueur puisqu'elle est restée ma principale femme. Les illusionnistes sont des personnages quelque peu sadiques. Ils aiment, comme moi, effrayer le public, mais aussi voir souffrir leurs partenaires. C'est bien connu. Il suffit de les observer, tout sourire, saucissonner leurs belles. Aujourd'hui, je fais vivre toutes ces misères et tortures, bien plus encore à Valérie. Mon petit caillou, j'aime à l'appeler ainsi, et ma partenaire depuis maintenant 13 ans. Elle est même beaucoup plus que cela. Compte tenu de cette forme particulière de spectacle qu'est la grande illusion, j'exige beaucoup en retour de la fille présente à mes côtés. Une véritable polyvalence, tout simplement des dispositions artistiques complètes. D'apparence, elle doit être jolie, gracieuse, très féminine et blonde comme les seigles. Je m'amuse à raconter à la presse, sur le ton de la plaisanterie, que je choisis blonde pour qu'elle puisse mieux ressortir sur le fond sombre de mes décors, et jolie afin que sa beauté masque mon talent, mon manque de talent. Cela étant, je pense véritablement que la beauté, celle d'une femme, participe du rêve et du merveilleux, et pas uniquement dans le cadre d'un show de grande illusion. Il importe que ma partenaire soit à l'aise avec son corps, qu'elle sache faire preuve d'une souplesse, d'une agilité de chat. Pas question qu'elle tremble de peur à l'idée de se retrouver enfermée dans une boîte ou un aquarium rempli d'eau. Marie-Noël, Isabelle et Valérie ont été des complices rayonnantes à différents moments de ma carrière. Sans doute les muses qui m'ont insufflé l'énergie et l'imagination nécessaires à ma progression. Merci les filles donc. Juste une confidence pour finir. Si je devais choisir ou décrire en un prénom ma partenaire idéale, ce serait Jessica. La somptueuse vampe, Madame Roger Rabbit, mais que cela reste entre nous. Bon, autant Oh je là là, défendais Oui, madame. Je défendais la simplicité modeste des paysans, autant là, j'avoue que j'ai du mal
Non, mais c'est un texte de merde, il faut le dire. Non, Moi, monsieur. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec le camarade à ma gauche. C'est un texte de merde. Je veux dire, il y a regardez-moi ça. Mais vous n'aimez pas ce magicien, non, monsieur. mais regardez-moi, c'est un torchon. Il y a pas une seule phrase qui commence pas par de la coordination, Non, mais des en déterminants. Enfin, c'est horrible. En plus, c'est une bourgeoise. Stylistiquement, c'est horrible. Ah bah attends, mais Dans le fond aussi. Attends, Et le fond est horrible aussi. Mais vous savez pourquoi, monsieur? Parce que c'est un texte secret. Mais cela reste entre nous, il faut trouver la bonne clé. Ouais. Qui ont la clé? Qui sont les personnes Il faut une grosse clé. qui ont la clé Il ici? faut une grosse clé, monsieur. Monsieur Danilari est un grand poète. Il Il donne des noms à ses partenaires. Caillou. Hein, Caillou, oui, Mon monsieur. petit caillou. Si vous me permettez, j'ai la clé. Il suffit d'avoir lu Les les ratons retranscriptions, monsieur, des auditions de Guy Georges pour connaître à l'avance ce dont il s'agit. Il s'agit d'une reconversion réussie. Il s'agit d'une sublimation. Une sublimation de quelque chose qui est le meurtre de la femme, le féminicide, vous savez. Mon frère Guy a été appelé. Georges? Pour un féminicide? Non, mais Guy a été appelé, oui, en fonction de Guy Georges, je tiens à le dire. Voilà. Ah, pardon. Guy, si tu nous écoutes. Toutes mes excuses. Non, c'est. D'ailleurs, je noterai que Partner a écrit quand même en nom. Ouais. Vous avez remarqué quand même la très grande structure du texte. On commence par Chantal Goya, on finit avec Roger Rabbit. Lapin chasseur. Lapin chasseur. Roger Rabbit, c'est pas le champagne Roger Rabbit. Non, c'est le Playboy. Cartoon. Ah, c'est... Bien, on va se réconcilier. Monsieur Renard, vous avez une remarque à faire? Mais oui, c'est un excellent texte, c'est un texte qui fonctionne qu'avec de l'implicite. La première d'une longue série, point, à la ligne. On repasse à autre chose, il faut deviner après. Elle est même beaucoup plus que cela. Donnez-moi la devinette, donnez-la moi. Donnez-moi la réponse à la devinette, monsieur. Elle est même beaucoup plus que cela. Quoi? Ah, on verra plus tard. Mon manque de talent. Quel manque? Apparemment c'est le meilleur et pourtant il manque de talent apparemment. C'est même un texte. Qui est le meilleur? Qui a dit que c'était le meilleur? Alors attendez, Monsieur Renard, je peux vous couper 2 secondes? Oui. On va écouter Danilari qui se confie avec beaucoup d'humilité. On parle de moi dans les journaux spécialisés dans la magie, et là tout d'un coup, Danilari, ça y est. Le français qui a vendu des trucs aux Américains, à David Copperfield, à Siegfried et Roy, aux plus grands magiciens. Et là, ça y est, je suis rentré dans le panthéon des magiciens. Le jour où j'ai arrêté, Monique Nakachian, l'agence de Patrick Sébastien, elle a vu que Meyer l'avait arrêté. Et elle s'est dit, Danilari, il est dispo. Elle m'a appelé et elle m'a dit, j'ai appris que tu avais arrêté, donc tu es dispo, est-ce que tu peux faire une ou deux émissions? Et moi j'ai dit, bah oui. Et Patrick Sébastien, on sympathise avec lui, et il a vu la créativité des trucs que je faisais, parce qu'il me dit, putain, c'est marrant ce truc, j'ai jamais vu. Bah, normal, j'ai jamais vu, je te l'ai fait pour toi. Et c'était à l'époque un truc avec Paul Belmondo. Et c'était une émission qui s'appelait Étonnant et drôle. Et il devait faire un numéro de magie. Et au lieu de lui présenter un numéro à la con, où il enfonçait des épées dans un carton ou des trucs comme ça, moi je lui ai dit, bah attends, Jean-Paul Belmondo, on va lui faire un truc un peu costaud quand même, c'est quand même un pilote automobile quand même. Et donc je l'ai enfermé dans un carton, avec un moteur de Formule 1 au-dessus de sa tête, et attaché à une corde, on a foutu le feu à la corde, et il avait obligation de se libérer avant que la corde se casse et que le moteur l'écrase. Et en fin de compte, le truc tourne à la catastrophe, le moteur tombe, tout ça, le pompier arrive sur scène, déchire le carton, le pompier enlève son casque, et c'était Paul Belmondo. Voilà, c'était ça le scénario. Et Patrick Sébastien, il voit ce truc-là, il me dit, putain, mais c'est vachement bien ton truc. Bien. Ouais, attendez, j'ai quand même... J'ai l'impression qu'il y a un parti pris. Une petite interprétation hyper textuelle. J'aimerais savoir si on peut faire des liens entre les textes qu'on lit maintenant. Il importe que ma partenaire soit à l'aise avec son corps et sache faire preuve d'une souplesse et d'une agilité de chat. On était dans l'Égypte avant. Le chat, Bastet. Bastet, c'est justement le mystère. Est-ce que justement on n'est pas dans quelque chose qui relie un imaginaire à la magie? On vous censure. Vous êtes le producteur. Oui. Très bien. Faites quelque chose. Il est en plein. Non, mais il y a mon camarade à ma droite qui vous fait une remarque. Non, je voulais juste ajouter pour renforcer quand même la crédibilité de ce type qu'on a quand même ce passage. L'incrédibilité. Je m'amuse à raconter à la presse autour de la plaisanterie que je la choisis blonde pour qu'elle puisse mieux ressortir sur le fond sombre de mes décors. Quelqu'un qui a le sens de la subtilité, quelqu'un qui a le sens de l'opposition, qui a le sens de l'esthétique, qui a le sens de vraiment de la grande magie, de la grande vision, quoi. Hein. Blond, sombre, roux, lumière, obscur. Voilà, hein. Quelqu'un qui sait s'y prendre. Vous êtes grossier. Moi je voulais aller plus loin sur ce que Julien disait à propos du serial killer.
Une entreprise familiale, oui. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'inceste, puisque tout ce vocabulaire est assez sexuel, elle avait des courbatures, une souplesse de chat, elle est jolie, gracieuse. Le père qui est complice, moi j'ai vraiment un personnage abject. Quoi. Monsieur Lambert, exprimez-vous. Excusez-moi, juste pour conclure là-dessus, c'est que la magie du texte, c'est que on ne voit plus l'inceste. La magie du texte. La magie du texte, évidemment. Bah oui. C'est là que la magie, c'est faire disparaître l'inceste. Et c'est là, à mon avis, que le tour de force. L'horreur de cet auteur. Le camarade L'Envers a pas parlé. Ouais. Moi, je trouve que là où c'est quand même intéressant, c'est sur cette représentation, peut-être de la femme qui souffre, mais de la femme qui aide à dissimuler le manque de talent de Dany Larry. Je trouve que c'est un hommage qui est rendu quand même, hein, même dans Merci les filles donc, qui paraît un peu Merci les filles donc, qui paraît un peu en effet machiste et maladroit. C'est quand même avant tout, je pense. Monsieur Dufaret, je vais vous offrir le bouquin. Voilà. Non, merci. Voilà, je vous offre le bouquin. Je dirais ça. Dany Larry. Très bien. Alors, la chanteuse Marielle est de retour avec un nouveau titre consacré à Batman. Là, ça va être l'heure des adultes. Hein. Youhou! Abracadabra! J'ai enfin retrouvé Batman! Et en plus, c'est bientôt Noël. C'est la célébration des anges. Voilà pourquoi, en ces jours magiques, je pense à vous. Mes plus beaux souhaits d'amour angélique sont pour vous. Je vous souhaite un joyeux Noël paisible, ainsi qu'une bonne et heureuse année 2020. Si mon boss n'arrive pas à me tirer d'ici de mon cinéma, j'ai pourtant mis tout en scène pour lui plaire. J'en viens même à douter de mes savoir-faire. Dans l'attente, je mange un Mr Freeze. Lui sans doute en train de sauver la banquise. Alors j'allume le bat-signal, mais toujours rien d'horizontal. Batman, where is Batman, mon Batman, where is Batman? Mais où est passé Batman? Ne serait-ce qu'une mauvaise blague. Quand ton pingouin fait quoi? Mais tu fous quoi Batman? Tires-tu à pile ou face? Ça me rend complètement barge. Je suis bonne pour Arkham. Batman, where is Batman, mon Batman, where is Batman? Mais pourquoi est-il tellement sérieux? Tout est devenu tellement ennuyeux. Le grand chauve ne me sourit plus. Alfred, au secours, à l'aide, je suis dans la Batcave. Que Bruce vienne, que Bruce vienne, qu'elle a les siennes. Ce Bruce Wayne. Mais où est passé Batman? Ne serait-ce qu'une mauvaise blague. Quand ton pingouin fait quoi? Mais tu fous quoi Batman? Tires-tu à pile ou face? Ça me rend complètement
On est en train de bouffer une bûche, pas une bûche. Plus une bûche. Boire du champagne. Et on va parler d'un grand texte, un texte américain. Ah, c'est Un une texte, traduction oui, Moi, j'aime bien un le champagne. texte qui s'appelle Les illusionnistes milliardaires de Boston. Les illusionnistes milliardaires de Boston de Nicole Camden. C'est un texte qui évoque un magicien qui s'appelle Milton et qui se rend dans un hôpital d'enfants malades pour faire un spectacle de magie. Un texte humaniste. Les illusionnistes milliardaires, les milliardaires qui sont gentils, qui vont dans les hôpitaux pour soigner les enfants avec un peu de rire. La magie médecine. Voilà, plongeons dans le texte de Nicole Camden. Merci pour ce pantone que vous me tendez. Panettone. Merci. Les illusionnistes milliardaires de Boston. Nicolas Camden. Elle soupira. La limousine s'écarta du trottoir et Regina vacilla, son épaule frôlant celle de Milton. Elle se redressa immédiatement, mais il le remarqua et la fixa de ses yeux bleus, étonnamment brillants. Laissez-moi expliquer mon idée à propos du spectacle. Bénéfice. Un spectacle pour les enfants dans le but de lever des fonds et de les laisser avoir un peu de plaisir. Un spectacle de magie? Oui, nous l'avons déjà fait. Toutefois, ne vous inquiétez pas, l'hôpital possède des règles passablement strictes à propos du feu autour des réservoirs d'oxygène. Je l'imagine. Murmura-t-elle. Il ne s'agit pas d'attirer l'attention sur vous, n'est-ce pas? Elle regretta immédiatement ses paroles, même si une partie d'elle-même se demandait si c'était vrai. Il parut surpris et blessé. Non. Il secoua la tête et détourna les yeux. J'ai pensé me servir de vous. J'ai pensé me servir de ça pour vous obliger à passer du temps avec moi. M'obliger? Il la regarda. Eh bien, j'avais espéré que vous accepteriez seulement de sortir avec moi, mais j'allais vous le demander d'abord. Il s'était penché un peu de sorte que sa bouche était plus proche de son oreille. Comme c'est gentil de votre part. Alors vous allez le faire? Vous aider pour le spectacle de magie? Regina éprouvait le besoin de clarifier le propos. Pendant un moment, elle avait pensé qu'il parlait d'autre chose. Ouais. Il avait encore ce demi-sourire, son regard fixé sur sa bouche. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Vous ne savez même pas à quoi je voudrais que vous m'aidiez. Il s'était encore approché de Regina. Et Regina se rendit compte qu'elle avait levé le visage. La partie supérieure de son corps se rapprochant encore davantage de lui. Son souffle se mêlant au sien. Non mais, je parierais que je devrais mettre un juste corps. Commença-t-elle. Et il l'embrassa, puis glissa profondément ses mains dans ses cheveux, défaisant son chignon avant qu'il tombe sur son dos. Je te veux, mon Dieu, que je te veux! Je te veux de n'importe quelle façon! Elle regarda le croquis et il l'avait dessiné dans un uniforme préféré. Les mains ligotées devant elle. Elle était sur le point d'entrer dans ce qui ressemblait à un appareil d'imagerie par résonance magnétique. Alors les enfants vont me forcer à entrer là-dedans et je vais disparaître? Il l'observait de nouveau. Oui, comme si c'était des pirates. Et vous forcez à subir le supplice de la planche. Cool. Et vous ne savez pas vraiment encore si vous allez animer tout ça ici à l'hôpital ou ailleurs? Je sais que c'est un spectacle pour enfants, mais en ce qui concerne les répétitions, je connais une boutique de linge qui vend des sous-vêtements anciens les plus décadents. Je parierais qu'il serait ravissant sur ton médecin. La scène était complètement obscure, à l'exception d'un seul projecteur au-dessus. Regina se tenait debout, tremblante, dans un déshabillé rouge, les mains liées devant elle. Elle pouvait sentir chacun des légers mouvements de son corps près d'elle, agitant l'air contre sa chair surchauffée, ultra sensible. Il ne lui avait pas bandé les yeux, mais ça n'avait pas d'importance. Elle ne pouvait pas voir au-delà de la portée du projecteur, ne pouvait pas voir dans l'obscurité. Il parlait, mais à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas magnifique, mesdames et messieurs? C'est ma toute nouvelle assistante. Regina ferma les yeux, ébahie à l'idée de se trouver ligotée presque nue devant une foule. Ébahie! Et pourtant ses seins semblaient lourds et tendus. Elle serra les jambes, il se tourna vers elle et fit courir un doigt sur sa joue. Tu es si adorable, c'est presque une honte de te faire disparaître. Regina déglutit. Elle voulait être seule avec lui. Elle voulait qu'il la touche. Pendant qu'elle se tenait là, attachée et exposée au regard. Il baissa les yeux et vit qu'elle se trouvait dans une ancienne malle paquebot. Il allait lui demander de s'asseoir à l'intérieur, ligotée et impuissante, et la faire disparaître. Elle secoua la tête, en ayant l'impression que ses seins le suppliaient, se tendaient vers lui. Je t'en prie, laisse-moi rester. Il se rapprocha et elle pouvait voir la couleur de ses yeux derrière le masque. Bleu, aussi bleu que les profondeurs de l'océan, sombre et mystérieux. Il se pencha pour l'embrasser, mais s'arrêta avant que leurs lèvres se touchent.
Son haleine avait une odeur de menthe poivrée et de quelque chose de végétal, comme du romarin. Les selles d'allumettes brûlées demeuraient quand même, comme si le travail qu'il effectuait pour ses tours avait laissé une impression permanente. Je veux te prendre ici. Moi j'aime beaucoup ce texte. Alors, monsieur Renard. Ouais, je trouve que aujourd'hui on vit, on respire un air vicié et ce texte nous fait respirer une ambiance très champêtre. Et ça me plaît. Regardez, quand on voit ce passage, il l'embrassa puis glissa profondément ses mains dans ses cheveux, défilant son chignon avant qu'il tombe sur son dos. C'est vraiment une scène de viol. Non, bah non, c'est le contraire. Non. C'est vraiment une scène. Mais pour vous, c'est toujours le contraire. C'est une scène de simple épluchage. C'est l'épluchage d'un fruit. Vous pouvez imaginer n'importe quel fruit, mais il s'agit juste d'éplucher. Les seins lourds et tendus, ça nous fait penser à des belles pommes qui vont tomber d'un arbre, c'est pareil. Et c'est. Vous enfoncez, monsieur. Ouais, attendez. J'avais quelque chose d'autre à dire dessus, mais. Éplucher, c'est quoi? Éplucher, c'est enlever la peau. Attends, il y a mon pote Gilles qui a envie de dire éplucher, c'est enlever la peau. Il y a le camarade Gilles. Des ouvriers. C'est sympa, c'est sympa. Ça m'intéresse. Il y a le camarade Gilles. Je sais que ça va m'intéresser ce que va dire Stéphane. Vas-y, parle. Non, mais parce que éplucher, c'est enlever la peau. Qu'est-ce qu'on dit des gens pauvres? Qu'ils ont que la peau sur les os. Donc enlever la peau, c'est enlever le tout. Et la peau, c'est important. La peau, c'est le cuir. La peau, c'est la chose dure au mal. Moi, ce que je dis, c'est que ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on parle à propos du spectacle bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi? C'est ce qui est capté sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est ce qui est hérité du travail, uniquement. La menthe poivrée, j'avais oublié dans ma démonstration la menthe Attends. Le végétal, c'est un véritable jardin. Le romarin, oui. Excusez-moi. On est dans un jardin et on visite le jardin, c'est pas plus compliqué que ça. Le camarade Gilles a un truc à dire. Non, mais si Stéphane veut terminer, je le laisse. Non, vas-y. Simplement, ce texte me donne une impression gênante, mais pas pour la raison qu'on imagine, mais plutôt parce que j'ai l'impression qu'un choix n'a pas été fait. Pour moi, c'est une ganache, c'est un vacherin, c'est un clafoutis, c'est une tarte, tout a été mélangé, tous les ingrédients sont là. En fait, on n'a pas réussi à faire un choix sur le plaisir qu'on voulait se faire, puisque c'est clairement Nicole Kandem qui recherche son excitation dans le texte, et là, on a absolument tout ce qu'elle entend par plaisir, ou ce qu'elle pense qu'on entend par plaisir, c'est-à-dire limousine, hôpital, magicien, et du coup, déglutition, être dominé surtout. La chair surchauffée sort du micro. Monsieur Renard, quand vous passez les mains comme ça sur les dossiers des chaises? Non, je voulais. Vous glissez des mains comme ça? C'est Madame Joroc ou vous? Tout à l'heure c'était un monsieur. Non, j'essayais juste d'atteindre Gilles Vien. Voilà. Gilles Vien, votre pull est-il en satin? Non. Non mais répétez, vous venez de dire Gilles Vien, vous parlez de. C'était quoi votre métaphore culinaire? Répétez-la rapidement là. Vacherin, clafoutis, tarte aux pommes. Alors la chair surchauffée ultra sensible, elle est passée à quel mode de cuisson? Écoutez, on peut se rapprocher du texte. Ça c'est très vacherin. C'est comment tu fais, tu arrives à réussir. S'il vous plaît, la pâtisserie est toute une entrée. Je sais que vous l'avez tous compris, que vous plaisantez un petit peu. On peut revenir au texte là, on a. J'allais revenir au texte précisément. Chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un cumul. Qui se passe. On a un cumul. Ce texte, c'est un cumul de tout ce que peut produire une certaine littérature. Et en ça, c'est intéressant. C'est une synthèse. Il y a beaucoup de livres qu'on n'a plus besoin de lire puisque tout est condensé à un seul. On a hôpital, médecin, infirmière, c'est fait. Magicien, victime, c'est fait. On n'en parle pas de sadomasochisme, c'est fait. Limousine, milliardaire, pauvre et soleil, c'est fait. Les yeux bleus, la menthe poivrée dans la laine, tout c'est fait. C'est poétique ça. Enfin, c'est une littérature bouffie. Le croquis, c'est fait. C'est une littérature bouffie. Les marins aussi, là, la malpaquebot. Les marins, la malpaquebot. Donc on a encyclopédique bouffie, c'est quel. Excusez-moi. C'est chaotique, c'est encyclopédique, c'est bouffi. Non, je dirais qu'aucun choix n'a été fait. C'est le refus du choix, ce texte. Oui, Stéphane, vous disiez. Ouais, en fait, je viens de me rendre compte d'un truc en étudiant le texte. Pour le coup, je pense qu'on est en train de se tromper parce que justement, on arrive là où le texte doit nous mener et c'est pas là qu'est la vérité. Nous mène en bateau. Puisque ce qui est dit, c'est « Je l'imagine, murmura-t-elle, il ne s'agit pas d'attirer l'attention sur vous, n'est-ce pas ?» Et donc, ce texte essaye d'attirer l'attention sur quelque chose qui ne l'est pas. Et là, on est en train de tomber dans des pièges, à mon avis. Ah, c'était profond, ça. Quel piège dire que c'est un texte justement, on est en train de tomber dans l'espèce d'interprétation littérale de la chose. Texte fermé. Et je pense qu'effectivement, c'est juste un piège dans lequel on tombe, où il essaye d'attirer l'attention sur des choses un peu vulgaires et faciles. Et sûrement qu'il y a quelque chose qui nous cache. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce qui a été relevé dans un passage qui sera peut-être coupé.
c'est que c'est une femme qui l'a écrit. Alors qu'on a vraiment le point de vue de l'homme sur la femme, un plaisir... Pourquoi ça serait coupé? Non, c'est un fantasme féminin. C'est un fantasme féminin de la domination. Donc en fait, c'est un... Projeté chez un homme, dans un rapport hétérosexuel. C'est un Saint-Sébastien. Où sont les flèches? Eh bien, c'est dans la disparition, dans la malle... Moi, je pense que tout est dans une phrase. Mais encore. La scène était complètement obscure, à l'exception d'un seul projecteur au-dessus. C'est une douche. Oui, c'est une esthétique symboliste. Ça Ouais, bah, Non, justement, mais là, je pense que c'est le texte qui nous est décrit là. C'est-à-dire que le texte est absolument obscur, mais il est fait pour avoir un observateur. Vous voyez, c'est quelque peu quantique. Le texte se révèle avec l'observateur. Sans l'observateur, il n'est rien. C'est de la lecture participative. Oui, mais en même temps, il ne lui avait pas bandé les yeux, mais ça n'avait pas d'importance. Elle ne pouvait pas voir au-delà de la portée du projecteur. Elle ne pouvait pas voir dans l'obscurité. Donc pensez-vous qu'en face de cette scène, il y a les enfants? Moi, c'est la question que je me pose. On parle Justement. d'enfants au début. Bien sûr, les enfants sont sont-ils là. Les enfants sont Voilà, là. les enfants sont là. Oui. Donc le projecteur, il Ça ne nous sert rappelle qu'à un peu, vous isoler. vous souvenez de l'émission sur les baigneurs où on avait parlé du théâtre de Guignol qui se jouait dans une façade. Mais les enfants sont dans l'obscurité, là. Oui. C'est ça qu'il faut pas oublier. Mais ça, c'est le contrat libertin. Hein. C'est-à-dire, on se prend, on s'oublie devant les enfants. Non, les enfants, c'est de l'incrédulité. Déjà, arrêtez de descendre le libertinage de telles choses. Vous connaissez ces pratiques, Gilles? Surtout que le libertinage n'est pas la perversion, monsieur. C'est un contrat. Écoutez, alors, j'ai été informé. Ce que je pratique, ce que je ne pratique pas, ce n'est ni le lieu ni l'endroit. une des nouvelles de Sade, en l'occurrence, elle peut nous rappeler un peu ce qui se passe dans ce texte. Vous lisez ça, vous, un marquis? Moi, je m'intéresse. Je m'intéresse à ce que disent mes ennemis, mes amis, je m'intéresse à tout. Le vilain marquis, comme dirait Michel Onfray. Oui, bah écoutez, hein. Bon. Le très vilain marquis. Alors là, ça devient intéressant. Ah, si vous permettez, j'aimerais justement qu'on réfléchisse à la magie dans ce texte, puisque pour le moment, elle n'est pas vraiment apparente. On est dans une collection de, de poncifs. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on peut très bien parler d'équitation davantage que de magie dans ce texte. Alors, qu'est-ce que la magie à ce stade-là? C'est simplement, en fait, le conte de Noël pour femmes quarantenaires. Enfin, c'est le conte de Noël pour femmes au foyer. C'est-à-dire, enfin, mon mari m'a méprisé les 30 premières années de ma vie. Là, quelque chose s'ouvre, un hôpital, Boston, des limousines, des paillettes. C'est typiquement la magie de Noël. Un autre utilisateur vient de tweeter. Alors c'est Isabelle 1372 qui nous dit, 1372, illusionniste, 5 étoiles aussi sur 5. Histoire sexy avec des illusionnistes, scène torride avec tour de magie. En tout cas, elle va subir ses assauts. Tout de même, c'est quand même saisissant de voir que le fantasme, à cette étape-là de la vie de Nicole Condam, n'est plus envisageable que comme un épisode de soumission. D'ailleurs, ça nous rappelle un certain Michel Houellebecq. Oui. Exactement. Bon, arrêtez. Non, on parle pas de oui, c'est Monsieur ça. Houellebecq ici. Et si, c'est bien pour ça que... Non, mais là, on est dans la décadence Houellebeckienne. Moi, ce qui m'intéresse Dans les ici... particules élémentaires, c'est ça? Oui, Parce qu'elle se place du point de vue de l'homme aussi. Je dirais quand même que Michel Houellebecq fait davantage de choix dans ses thèmes. Bien, monsieur Dufaré est parti pour affaire Alain, fromage, parce que reviens. C'était la séquence cadeau. Alain. Alors, chacun d'entre vous, vous allez choisir un cadeau au hasard. Ce sera votre cadeau de Noël. Ouais. Alors, alors, honneur à celui Bon, qui ça, est il fait capitaliste. au plus consensuel de cette émission. Monsieur, choisissez l'un de ces paquets. Oh, mais je choisirais... en fait, je préférerais choisir un dernier pour mettre personne... D'accord, très bien. Alors, madame Massima, un honneur aux Moi, je femmes. vais prendre le petit ours. Lequel? Le premier, le deuxième, le troisième? Le premier. Eh bien, joyeux Noël. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, qu'est-ce que c'est? J'ouvre le paquet, suspense, je plonge ma main à l'intérieur et j'en ressors un Playmobil d'un Noir. Africain en tenue traditionnelle, une robe longue ajourée, très Oui. jolie. Je suis ravie. Vous devinez qu'il est africain parce qu'il est noir. Pas forcément. Oui. Très bien. Alors, monsieur Georges, un cadeau qui vous offre Le jaune. Celui-ci. En l'honneur au mouvement social qui Très bien. marquons notre pays. Joyeux Noël. C'est aussi la couleur des briseurs de grève. Oui. Ça vous fait plaisir? Moi, je suis hyper contente. Je vais le mettre dans ma crèche de Noël. bien. À coup sûr, ce sera un des 3. Ah bah, ça me va très bien. C'est un fétiche de salle de bain. C'est pour les camarades qui n'ont pas d'eau en ce moment. Donc voilà, pour tous ceux Un qui tuyau sont de coupés douche. d'eau. Magnifique. Tuyau de douche. Alors, monsieur L'Envers. Ah, moi je vais prendre le petit cœur, parce qu'il y a que l'amour qui m'intéresse. Très bien. Eh ben, voyez-vous, tout est bien qui finit bien, c'est parfait parce que moi je voulais... Attendez, on laisse monsieur déballer son cadeau, s'il vous plaît. Alors j'ouvre mon petit paquet.
Et dedans, oh, c'est justement Franklin le magicien. La tortue que je ne connais pas, je l'ai déjà J'ai jamais lu. Oh là, j'ai jamais Le lu hasard fait bien les Franklin. choses. Alors, monsieur vient dernier, monsieur Renard. Oh, puis Malilou, elle va aimer, je suis sûr. Bah, moi j'avais un penchant pour les rayures vertes, mais. Ah, mais. Parce que cette couleur. Très bien. Couleur de la paix je suis quelqu'un de très pacifiste. Oh, trop bien. J'ai rencontré Dieu sur Facebook par Ahmed Madani. Oh, c'est incroyable. Eh ben écoutez, c'est génial parce que moi qui suis dans un penchant, un tournant moderniste où je me sépare de la philosophie pour rencontrer le monde réel, c'est parfait. Alors, monsieur vient. Je prendrais. C'est très difficile de choisir. Je prendrais celui à gauche alors. Celui-ci? Le nounours de gauche. Ah, celui de gauche. Ah, il est cool. Et non, Ah, c'est dommage. Je prendrais celui de droite. Attends. C'est pas c'est sud, hein. Non, en fait, c'est. Ah, c'est vous un celui bon- de droite, c'est un bon allez-y. metteur en scène, mais c'est un bon auteur. C'est bien pour faire plaisir. Enfin, Tu connais peut-être que lui il aime pas. Oui, je l'ai reçu à New York. Celui qui a fait Flamme. Enfin bon, bref, c'est un mec bien. cool. Mais oui, c'est bien. C'est une petite fille. Elle est blonde. Est-ce qu'on serait pas copains avec mon africain qui n'en est peut-être pas un? Mais, je sais pas, enfin, j'imagine quand même qu'il y a le grand partage à consommer les choses entre un petit africain et ma ravissante petite blonde oui. suédoise élevée au bon grain. Exactement. Vous êtes content de votre tuyau, monsieur? Ouais, moi je C'est suis des enfants ravi. métis, c'est bien. C'est un hommage au camarade. Très bien. Très bien. Bien, On va faire l'émission 4 se termine, d'objets, tout le monde a eu des monsieur cadeaux. vient. Monsieur Dufaré, il aura son paquet la prochaine fois. Ce sont des chats. Et vous, en et plastique. vous? Ah, moi, je peux me faire ce cadeau alors. Bah oui, allez, je vous en prie. allez, bon. Allez. Oh, Des petits chats. Oh, magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, des katsu. Oh, c'est magnifique. Non, gardez ce cadeau pour notre ami Dufaré. Moi, j'ai un cadeau pour vous aussi. Ah bon? Mais oui. Oh. Ah bon? Oh. Que de surprises. Très bien. Faut quand même que je puisse passer. Après le pain sur. Alors, franchement, quel est les dessins sont bien. La bibliothèque. Ma première bibliothèque rose. Du coup, j'en profite pour faire un petit message à tous les camarades qui sont privés d'eau, pour leur dire qu'on pense à eux, que c'est pas une raison parce que ils payent pas leur loyer ou leur électricité ou leur eau, qu'on les prive de droits qui sont des droits vitaux, essentiels. et que c'est intolérable. Voilà, et j'espère que M. Macron Oh, nous entend. génial, un cadeau. Alors, je vais choisir entre le petit ours et le petit ours. Très bien, je vais prendre le petit ours. Énorme. Oh. Alors, je suis désolé, tout est à écrire, mais tout est dans le regard. Magnifique. Une carte postale de Balavoine. Magnifique. Non, c'est magnifique. Hommage. Hommage. Camarade Balavoine. Magnifique. Merci d'avoir été avec nous dans Ancre halogène. France du futur. Encre halogène. Jacques-Emmanuel Mirliza.